Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Aujourd'hui, 20 mars, nous fêtons la francophonie mondiale. C'est à Niamey, capitale du Niger en Afrique, en 1970, que 21 États francophones ont créé l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait s'appeler l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ironiquement, le Niger, en compagnie du Mali et du Burkina Faso voisins, a tout juste annoncé son retrait de cette grande famille. Au-delà de cet incident, comment se porte le français dans le monde et plus particulièrement chez nous? J'en parle avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Bonjour Philippe Lorange. Bonjour. Le français n'en finit pas de préoccuper, de charmer, de séduire, J'ai l'impression on peut employer, vous savez, la formule latine qui décrit la ville de Paris, fluctuat nec mergitur. Il flotte et ne coule pas. C'est votre impression ou pas? Du moins, c'est intéressant je suis content qu'il y ait quand même la journée mondiale de la francophonie parce que c'est quand même une langue, je crois, qui, malheureusement, fait face à beaucoup de défis. Mm-hmm. C'est-à-dire que même si le nombre de locuteurs augmente à l'échelle mondiale, Oui. ça ne signifie pas pour autant que la langue se porte bien, c'est-à-dire qualitativement. Et ça dépend aussi des régions du monde. C'est-à-dire que, par exemple, en Amérique du Nord, on sait qu'il y a eu beaucoup d'assimilation aux États-Unis, au Canada anglais. Mm-hmm. Et même au Québec, on en parle beaucoup, il y a un déclin du français. Mm-hmm. Donc, évidemment, le nombre de locuteurs qui augmente vient d'abord d'une explosion démographique qui vient de l'Afrique. Oui. Alors, c'est intéressant, oui. J'ai lu une statistique. Il y a locuteurs, il y a francophiles, il y a francophones courants, francophones à la maison, mais pas au travail, francophones dans l'administration, mais pas dans la vie. Il y a beaucoup de catégories, mais en tout cas, j'ai vu que la statistique de plus de 345 millions de francophones sur la planète aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils parlent tous bien ou pas, je ne sais pas. Et près de 90% de la jeunesse francophone sera africaine à l'occasion 2050. C'est exactement ce que vous dites. C'est l'explosion démographique. Absolument, mais ça, on voit très bien que c'est vraiment l'explosion démographique africaine qui fait en sorte que la francophonie peut se maintenir. Oui. Donc, nécessairement, c'est sûr que pour l'Afrique, ça se porte bien, le français. Mais après, quand on regarde d'autres régions du monde, c'est là que ça se porte moins bien. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du déclin du français au Québec, au Canada anglais, même aux États-Unis, on sait qu'il y a eu beaucoup d'assimilation. Oui. Et pourquoi je parlais d'un déclin qualitatif? C'est parce que beaucoup d'intellectuels et d'écrivains remarquent que la qualité de la langue qu'on utilise a pris une forme de débarque, un déclin au fil des dernières décennies. On le voit par exemple par la multiplication des anglicismes. Les Français sont très bons là-dedans, mais les Québécois également. Donc, Pardonnez-moi, j'ai une objection là-dessus. J'ai l'impression que les Français, ils adorent les anglicismes, ça leur fait paraître moderne et moins ringard, parce que le français, c'est une langue figée du XVIIe siècle, en général. C'est comme ça qu'on la comprend. Mais au Québec, il y a beaucoup d'anglicismes liés à la condition socio-économique des travailleurs canadiens-français du XXe siècle, dans la Montréal industrialisée, etc. Bon, mais ici, c'est davantage la syntaxe. En France, c'est davantage le lexique, mais ici, c'est la syntaxe qui pêche. C'est très juste, en effet. Parfois, on dit que les Québécois parlent anglais en français ou des expressions comme ça. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup d'anglicismes concernant la syntaxe ou je ne sais plus quel est le mot, le type d'anglicisme, mais par exemple, parfois, on utilise un mot qui existe en français, mais on utilise sa signification anglaise. Par exemple, le mot pathétique. Ah oui, tout à fait. On l'utilise pratiquement jamais de la façon française qu'elle signifie. Du pathos. On pense que le mot pathétique veut dire lamentable ou minable, alors qu'en français, c'est pas ça que signifie le mot pathétique. Un autre mot qui m'énerve énormément, c'est éventuellement. Parce qu'en anglais, eventually, ça veut dire tôt ou tard, sans doute, probablement, ou en bout de ligne, ça va arriver. Alors que dans son acception d'origine, éventuellement, c'est peut-être. Ça va venir peut-être, peut-être pas. Oui. Alors qu'en anglais, c'est temporel et ce n'est pas modal. Bien vu. Donc, on voit bien qu'il y a des défis. Puis, comme vous dites, en France, pourquoi l'anglais prend tant de place? Parce que, justement, on a l'impression que le français est ringard, que c'est vieux jeu, que l'anglais, c'est plus cool, c'est plus moderne et tout ce genre de choses. Tout à fait. Alors que dans le cas québécois, c'est plutôt qu'il y a une proximité avec les Américains, les Canadiens anglais depuis plus de 200 ans. Oui. Donc, c'est sûr que les anglicismes ne s'incarnent pas de la même façon d'un pays à l'autre. Après,
moi, je pense que, jusqu'à un certain point, les écoles ont un rôle à jouer dans le fait de transmettre une langue qui est bien parlée, qui est bien écrite. Mhm. Et malheureusement, je pense que les écoles ne font pas suffisamment le travail, mais également les parents. Parce que comment se fait-il qu'on se retrouve devant des universitaires, des cégepiens qui font énormément de fautes? Mais on parle même de doctorants, d'étudiants à la maîtrise, au baccalauréat, Absolument. qui font beaucoup de fautes. Je dis même des fautes d'orthographe, Mais des fautes de grammaire de base. Là. Philippe Et comment Lorange, ça se fait que ces gens-là ont réussi à se rendre jusque-là? il me semble qu'il y a une idéologie plus ou moins, comment dirais-je, c'est un peu comme vous savez, comme un gaz ou un parfum diffus un peu partout. C'est que déjà, vous parlez du mot bon français. Déjà, j'entends quelqu'un, beaucoup de gens vont voir leur poil se hérisser parce que qui est-il pour décréter ce qui est un bon français, ce qui est un pas bon français? Vous direz l'Académie française, vous direz Le Devoir, vous direz n'importe quoi, ou les grands écrivains. Bon. Mais qui sont-ils pour eux-mêmes être normatifs? Parce qu'on vit dans la non-normativité, parce que la normativité est vue comme une classe sociale qui a voulu décréter le bien et le mal, donc ça va également pour la qualité du français. Et on vit dans la non-norme, et ça, ce sont les classes éduquées qui font tout pour discréditer l'idée de norme, alors qu'elles-mêmes sont une norme. C'est très, très bien dit, en fait. Justement, le propre de la modernité, Oui. c'est qu'on est toujours en train de remettre en question les références, les valeurs, les autorités. Voilà. Sauf qu'une société a nécessairement besoin d'autorités et de références pour construire quelque chose, pour bâtir une civilisation, une langue, une culture, des valeurs. On a toujours besoin de références d'autorité, mais notre époque est toujours en train de remettre en question les choses. C'est ce qui est du bien, évidemment. C'est une bonne chose de remettre en question certaines choses. Alors mais justement... un point extrême où on dit « Ah, mais qui êtes-vous pour dire qu'il y a un bon français? » Eh bien, on peut donner une définition. Un bon français, c'est un français qui est compris de tous les francophones sur Terre. C'est ça, un bon français. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut avoir ses propres expressions locales, avoir son propre accent local, mais si on utilise, par exemple, des erreurs courantes ou des anglicismes ou ce genre de fautes qui peuvent venir régulièrement, eh bien, là, on peut dire objectivement qu'il y a une erreur et elle est décidée notamment par l'Académie française, mais également par l'Office québécois de la langue française. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut avoir des autorités pour décider si oui ou non c'est une bonne chose ou pas. Il y a quand même quelque chose, je suis d'accord avec vous, Philippe Lorange, il y a quelque chose qui me dérange quand même. Il est bien d'avoir une Académie française, il est bien d'avoir un Office québécois de la langue française. Le problème, c'est que on a tendance à diriger un mur presque de béton infranchissable entre le bon français et tout ce qui n'est pas le bon français. Ça comprend le créole, ça comprend les expressions, enfin ça comprend le français populaire, ça comprend l'argot, ça comprend beaucoup de choses. Et en France, on est spécialiste de ça. Il y a un bon français, comme il y a une bonne doctrine catholique, si vous voulez. Et regardez les librairies en France. Peut-être ça a changé récemment, mais il y avait la littérature française et les Québécois, les Ivoiriens, les Vietnamiens, d'autres gens, mais de pays francophones, mais non français, étaient dans une littérature mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait le français, le seul français qui puisse exister, c'est celui de la France et encore d'une certaine France, et tout le reste était relégué à un genre de folklore, un hinterland, si vous voulez, pardonnez-moi, c'est un mot allemand, mais bon, un désert où on essayait de baragouiner 2-3 mots en français. Ça aussi, alors, il faut qu'il y ait une norme. Mais j'ai l'impression que ce génie français fait du français quelque chose d'infranchissable. Regardez les dictées de Bernard Pivot à l'époque, ou les dictées des Amériques, mais c'est tellement truffé de difficultés qu'on se dit, quelle langue... on a l'impression d'avoir de l'hébreu ou d'avoir une langue liturgique pour les happy few, pour certains, une petite minorité, c'est tout. Quand même. C'est sûr qu'il y a... Oui, c'est sûr que parfois, ça peut être un peu trop corseté, dépendamment de la vision qu'on a. Voilà. Après, je pense que concernant le phénomène que vous avez vu en librairie, je pense que c'est quelque chose que, comment dire, le Québec et la France ont peut-être plus le même lien qu'ils avaient il n'y a pas encore si longtemps. Parce que si vous regardez dans les librairies québécoises, au lieu qu'il y ait simplement la section littérature française, on va mettre les classiques français dans la section littérature étrangère. On voit souvent ça.
dans des coops, dans des librairies, les classiques français sont classés littérature étrangère. Pourtant, je ne pense pas que la France soit un pays si étranger au nôtre. Non seulement parce que nous venons de la France, mais également parce que nous avons la même langue. Donc, alors que, pour remonter il y a encore quelques années, on n'aurait jamais vu une chose pareille. Donc, on voit qu'on n'a plus tout à fait les mêmes biens, on n'a peut-être plus tout à fait le même sentiment d'unité ou de faire partie d'une civilisation commune. Parce que déjà, l'expression « la francophonie », c'est la même chose que la civilisation française. On se rappelle que Charles de Gaulle, quand il était venu au Québec, avait dit « nous formons quelque chose qui est comme la civilisation française, nous sommes quelque chose, un projet commun ». Et une communauté de sentiments. La francophonie, on insiste sur la langue. Oui, et il parlait beaucoup de sentiments. On arrivera à cette question parce qu'elle est essentielle, Philippe Lorange. Il nous reste encore 10 minutes. Et je prends l'anglais. Vous allez dans une librairie anglaise, ou enfin je dis anglophone, anglaise, et vous allez avoir Shakespeare qui côtoie V.S. Naipaul, qui je pense est de Trinité et Tobago, qui va côtoyer Arundhati Roy, qui elle est une écrivaine du Bangladesh, je pense, ou du Pakistan, Toni Morrison, qui est un prix Nobel états-unien. Il n'y a pas la littérature anglaise et les littératures périphériques. Il y a des différentes nuances, évidemment, mais il n'y a pas ce cloisonnement que le français tend à imposer. Idem de l'Espagne. Écoutez, il y a une littérature latino-américaine, on appelle le boom latino-américain des années 60-70. Ça figure à côté des grands classiques espagnols. Il n'y a pas cette espèce de ce côté cartésien de classer, de faire des petites catégories. En effet, je pense que c'est du bon de faire ça pour l'anglais. Qu'est-ce qui explique pourquoi dans le français on va plus classer? Peut-être parce que on sait, Paris est une ville qui se prend un peu pour le centre du monde et qui, justement, va voir les provinces comme un peu des sous-zones. Et puis le reste du monde, c'est comme si toutes des colonies, finalement. Alors, peut-être que ça peut jouer un peu dans la mentalité qui peut expliquer pourquoi, cette classe de livres-là, on considère que c'est le bon français, c'est la vraie littérature française. Puis le reste, on considère, comme vous dites, la littérature comme un melting pot. Désolé pour l'anglicisme. Ça me rappelle tout le temps une engueulade que j'ai eue avec des Parisiens qui me parlaient. Nous, on a fait qu'on colle sur les portes des frigidaires des aimantins. OK? Avec une photo de l'Arthur Saint-Joseph, de la Vierge Marie ou des chutes Niagara pour le Canada, etc. À Paris, on dit des magnets, parce que ça vient de l'anglais magnet. Et je me fais corriger mon français. On me dit, non, on dit magnet. Il y a un terme pour ça en français, aimantin. Ça n'existe pas chez nous, c'est magnet. Le mot français est magnet. Imaginez l'absurdité. Mais ça, écoutez, je veux revenir à ce que vous disiez, Philippe Lorange, sur la francophonie. Donc, De Gaulle parlait d'une communauté de sentiments ou de civilisation quand il a débarqué du Colbert à Québec. Vous dites que ça a été remplacé par francophonie. Alors, le problème, c'est que le français, la francophonie, qu'est-ce qu'elle promeut? De quoi est-elle le vecteur, hormis d'une langue partagée par des millions de gens? C'est ça le problème de l'identité de la francophonie. Et elle s'indexe sur la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable, le microcrédit, enfin que sais-je. Qu'est-ce qui fait que parler français est autre chose que parler espagnol, anglais, swahili, ourdou, enfin que sais-je? En effet, très bonne question. C'est justement ce que le français n'est pas seulement une langue, c'est aussi quelque chose qui porte un esprit. Oui. Aussi, si on sait comme ça, c'est une langue qui a une immense richesse de vocabulaire. Il y en a d'autres aussi. On compare par exemple à l'anglais, le français a un immense vocabulaire, il y a toutes sortes de synonymes, toutes sortes de mots. Oui. Donc, c'est un état d'esprit. Puis comme on le sait, encore aujourd'hui, il parlait des nouveaux arrivants, vous allez ailleurs dans le monde, le français a encore le prestige d'une langue qui a une richesse, une élégance. Donc, c'est un état d'esprit, c'est une culture également. Donc, c'est une civilisation et il faut être conscient de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si il y a juste des individus qui parlent français, il y a des locuteurs qui parlent français, comme si c'était juste arrivé par hasard qu'ils apprennent le français, qu'ils sont nés dans une société comme ça, comme si c'était juste un moyen de communication parmi d'autres, alors que c'est justement une civilisation, une culture, et je pense que cette culture est mise à mal pour plusieurs raisons. Notamment, on sait que notre monde change beaucoup, et donc on crée constamment de nouveaux mots, notamment pour l'intelligence artificielle, pour l'informatique, pour ce genre de choses. Et le problème, c'est que les néologismes qu'on a créés au fil du temps s'inspiraient
du latin, du grec ancien, par exemple, qui étaient les racines du français. Et les élites, il n'y a pas encore si longtemps, faisaient leurs études classiques en apprenant le grec ancien et le latin. Oui. Et donc, quand venait le moment de créer des nouveaux mots, des néologismes, eh bien, on s'inspirait du grec ancien, du latin. Télévision. Donc, je donne des exemples. Les mots ordinateur, logiciel, tout ça, ça s'inspire. Ordinateur, ça vient du latin. Tandis qu'il y a plusieurs autres langues dans le monde qui n'ont pas réussi à trouver un mot différent, distinct. En italien, on dit computer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de langues qui n'ont pas réussi à trouver des mots distincts. Nous avons réussi. Malheureusement, les langues comme le latin, le grec ancien, qui ne sont plus parlées, étant donné qu'elles ne sont plus enseignées, transmises en dehors des études classiques à l'université, eh bien, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à faire des néologismes qui se distinguent de l'anglais. Et donc, on le voit juste dans le monde de l'intelligence artificielle qui prend une explosion exponentielle. Et bien, de plus en plus, les mots qui s'imposent, ce sont des expressions en anglais. Alors, c'est intéressant. On le voit dans le monde des jeux vidéo, dans toutes sortes de domaines comme de ce genre. On a de la difficulté à trouver des mots qui seraient probablement français. C'est intéressant. Parce que je crois qu'on ne transmet pas le latin et le grec ancien comme on le faisait. Donc, c'est déjà un premier défi. Le cas hébreu en Israël, ça c'est intéressant. C'était une langue liturgique auparavant et c'est une langue morte autrement, parlée par quelques grappes de juifs. Et un certain Eliezer Ben Yehuda, à la fin du XIXe siècle, a décidé de créer l'hébreu moderne à partir de ce qu'il pouvait rapailler ici et là. Et maintenant, ils ont même créé des mots pour tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technologique. Ils arrivent, c'est ce que j'entends, moi je ne parle pas hébreu, ils arrivent à créer, en fonction du génie de l'hébreu, des mots techniques qui sont inventés dans la sphère anglophone notamment. Mais voilà, c'est excellent. On voit qu'il y a une vitalité culturelle. Mais en dehors de la langue comme telle, je pense que la culture en français a des défis très importants. Et je pense à la domination, par exemple, de Netflix et autres plateformes américaines. Parce que ces temps-ci, on n'avait pas dit qu'il faut boycotter les États-Unis à cause des tarifs de Donald Trump. Sauf que qui s'est départi de Netflix et consorts? Parce que justement, là, ces plateformes-là imposent beaucoup les séries télé et les films américains, anglophones, du monde anglo-saxon en général. Alors que, par exemple, chez les 50 ans et plus, chez les boomers, cette génération-là, on est beaucoup plus attachés au câble, donc TVA et compagnie. Le problème, c'est que si les jeunes générations sont rendues complètement déconnectées du câble québécois et qui sont strictement arrivées sur Netflix et compagnie, c'est clair que ça crée un immense problème pour créer une référence commune et une culture en français qui se transmet au fil du temps. Absolument. Il nous reste 2-3 minutes, Philippe Lorange. Ce qui est quand même curieux, enfin frappant plutôt, c'est que le seul endroit au monde où parler français fait plouc, c'est l'Amérique du Nord. On est, comme disait Gilles Vigneault, je ne parle pas un français châtié, je parle un français puni. Ça m'a été rapporté par quelqu'un. Partout ailleurs, parler français, ça fait chic. Encore une fois, dans les salons de Buenos Aires, vous allez à Johannesburg, j'imagine, vous allez en Inde. Bon, les quelques personnes qui vont comprendre encore, mais parce qu'on associe français à luxe, cognac, L'Oréal, Tour Eiffel, Louvre, etc. Mais le français, on dirait, a été évidé de ses références plus populaires, plus, je dirais pas sales, mais plus... On est dans une sorte de quintessence, dans une sorte d'Athènes philosophique qui, à terme, va tuer cette langue. Mais dans le cas nord-américain, pourquoi il y a un mépris du français? On le voit par ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'anglophones qui disent souvent les Québécois, de toute façon, it's not even proper French. Ils n'ont pas un vrai français qui parle. Oui, c'est vrai. Alors que, bon, évidemment, eux-mêmes ne parlent même pas un mot français, donc ils ne sont même pas au courant. Et leur anglais, nous aussi, on dit que l'anglais de l'Amérique du Nord, c'est pas l'anglais britannique. Hein. Oui, c'est ça, c'est une bonne guerre. Mais franchement, pourquoi il y a un tel mépris du francophone? Parce que pendant très longtemps, on était une culture, un peuple asservi, colonisé. Encore aujourd'hui, jusqu'à un certain point, c'est plus aussi prononcé qu'il y a encore quelques décennies. Mais encore aujourd'hui, on n'est pas un pays indépendant. Donc, c'est sûr que si on a une petite culture minoritaire en Amérique du Nord, qu'on ne s'impose pas, qu'on n'a même pas notre propre indépendance, qu'on n'est pas maître chez nous, c'est sûr que ça n'inspire pas le respect. D'autant plus que dans le Canada anglais, il y a le sentiment que les Québécois, c'est une bande de plaignards. Donc, il y a le sentiment que, bon, si parler français, ça veut dire que vous appartenez à cette nation de ploucs qui ont perdu la guerre. Et c'est presque le seul endroit au monde où parler français, ça fait moche. Ah non! Et pourtant,
Vous Oui. parlez, on En, parle au niveau des gens qui arrivent à Montréal, en 30 puis la secondes. plupart d'entre eux aiment beaucoup le français, puis ils ont le sentiment que c'est quand même Ça, c'est vrai. c'est très beau de connaître cette langue-là, puis Mhm. même ça a un certain prestige. Mhm. Donc c'est plus vraiment le Canada anglais comme tel qui considère que, bon, si vous êtes francophone, c'est que vous appartenez à une sorte de sous-peuple, vous parlez pas blanc, vous parlez pas propre. On Ah est oui, encore on resté se souvient de malheureusement, Speak White, mais ça, c'est il y a longtemps de ça. Écoutez, Philippe Lorange, on pourrait continuer pendant longtemps à parler bien sûr. francophonie. Détail intéressant, De Gaulle ne voulait rien savoir de la francophonie parce qu'il ne voulait pas perpétuer l'empire colonial français. Et ce sont 4 hommes politiques qui ont porté ça. C'était Amadi Diori du Niger qui vient de quitter, Norodom Sihanouk du Cambodge, Charles Elou du Liban et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Ça, c'est à méditer comme question. C'est eux qui Ah ont oui, porté c'est la fascinant. francophonie. Philippe Lorange, merci beaucoup pour ces propos sur la francophonie. On vous retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Sainte-Catherine de Suède. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.